suis avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les vendredis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous vous intéressez cette semaine à la dégringolade dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon. Selon notamment un sondage IFOP pour le JDD, seuls 23% des sondés considèrent que le leader de la France Insoumise est toujours un atout pour la gauche. Est-ce à dire que la page Mélenchon est en train de se tourner ? Alors, n'allons pas trop vite en besogne, évidemment, docteur Nadjar, mais en revanche, ce que l'on peut dire, c'est que, pour compléter ce sondage éloquent, même si nous ne sommes pas ici dans des commentaires politiques qui se limitent à prendre, j'allais dire, les aruspices des sondages pour vérité révélée, nous sommes plus prudents que cela. Néanmoins, ils indiquent des tendances. Et on peut compléter les chiffres que vous avancez par un autre chiffre. En une semaine, à peu près, le leader insoumis et son parti, donc, ont perdu à peu près 57% du socle électoral du premier tour de la présidentielle. Vous vous souvenez de ce score qui avait été considéré comme une très belle performance pour Jean-Luc Mélenchon, qui était d'un peu plus de 22%. Donc, au fond, il pouvait prétendre rassembler, en gros, un Français sur 4 au premier tour. C'était évidemment considérable. Et c'est à partir de là, bien sûr, qu'il a été encouragé à radicaliser une stratégie que nous allons maintenant décrire. Alors, il faut évidemment expliquer cette chute. Comme toujours. Bon, comme toujours. Il y a la première raison qui est peut-être conjoncturelle, mais qui en même temps renvoie à un trait de structure. Pas besoin de faire un dessin à nos auditrices et à nos auditeurs. La série polémique, notamment autour des massacres du 7 octobre. Voilà. Nous avons largement commenté cet aspect-là de la vie politique française. Il y a eu qu'un cas, tout au moins au début, face au saisissement de l'horreur, de l'épouvante de ces massacres commis contre les civils israéliens par le Hamas et les prises d'otages, il y a eu effectivement un quasi-consensus des responsables politiques français, allant pour le coup, si vous voulez, j'allais dire du cœur de la gauche, du Parti socialiste, de LV, jusqu'au Rassemblement national, pour condamner ces massacres et pour soutenir, avec évidemment des réserves, mais le droit légitime de l'État d'Israël à procéder à son autodéfense. C'est-à-dire, en fait, à mener la guerre actuelle pour démanteler les structures militaires du Hamas, si on est précis. La seule formation politique qui s'est distinguée de mauvaise façon, parce que parfois on peut se distinguer de bonne façon, mais de mauvaise façon, c'est la France Insoumise, sous l'égide de son grand stratège, qui est M. Mélenchon, accompagné de Mme Chicurou, et qui ont théorisé le fait qu'effectivement, il fallait plutôt ne pas sortir de l'ambiguïté, et donc nous n'avons eu droit à aucune condamnation véritable du Hamas comme organisation terroriste. Ça a créé, donc on peut en parler aussi, un dissensus au sein du parti avec un certain nombre de personnes qui sont bien sûr de gauche, on va y venir. Ils comprennent leur distance au moins sur ce point-là. Bien sûr Steve, mais oui, qui sont bien sûr de gauche, qui sont bien sûr anticapitalistes, qui sont bien sûr pour la 6ème République, autant d'articles de foi si vous voulez du mélenchonisme, mais qui sont respectables, qui sont discutables, mais qui en revanche se sont opposés aux leaders maximaux, comme on l'appelle, sur cette question du terrorisme, qui ont dit c'est pas possible que vous, Jean-Luc Mélenchon, que vous, Daniel Obono, que vous, David Guiraud, depuis Tunis, ayez l'air d'une manière ou d'une autre de trouver des circonstances atténuantes à des pogromistes. Voilà. Et donc ces personnes, on peut les nommer, ce sont des députés de La République, Clémentine Autain, évidemment François Ruffin dans la Somme, mais aussi Raquel Garrido qui est dans le même département que Clémentine Autain à Seine-Saint-Denis. Et donc cela a eu un impact sur donc la manière dont les Français percevaient LFI. Et bien sûr, le fait, si vous voulez, qu'en interne, il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec la ligne fixée par le chef de parti, n'a pas d'impact direct sur la crédibilité d'une formation politique. En revanche, cela a révélé l'existence de ce que j'ai toujours dit. Parce que, vous savez, quand on connaît la sociologie politique, il y a des choses intangibles. Vous avez une partie de l'électorat de la France insoumise qui est composée de fonctionnaires, de professeurs, etc., qui ne sont pas stricto sensu des gens islamo-gauchistes. Et oui, une formation politique, c'est toujours compliqué. Elle a plusieurs électorats. Et donc, vous avez dans cette partie-là de l'électorat, on va dire des gens qui ne sont pas issus de l'immigration, qui n'habitent pas les banlieues, qui sont plutôt des professeurs, des fonctionnaires, des petits fonctionnaires, etc., de gauche, anticapitalistes. Oui, mais ils ne sont pas pour autant pro-Hamas. Et donc, ces gens-là ont été profondément dégoûtés par cette séquence, entre guillemets, philo-terroriste. Ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, elle est plus profonde encore. Nous avons bien sûr des politologues, et je m'en fais ici le porte-voix sans reprendre à mon compte ces idées, qui expliquent que vraiment Jean-Luc Mélenchon, c'est un génie, il a tout compris.
C'est-à-dire, nous avons une France qui selon ses mots, se créolise, une expression qu'il a employée au poète Édouard Glissant, avec, c'est vrai, une masse critique aujourd'hui importante de jeunes issus des quartiers qui sont souvent, il faut le reconnaître, en affinité avec ces idées, puisque 69% au premier tour de 2022 avaient voté dans les quartiers, avaient voté pour les listes présentées par la France Insoumise. Mais attendez, il faut relativiser là aussi, si vous voulez, même si dans la politique on raisonne par bloc, on raisonne par masse. Par définition, quand on veut gagner des élections, on raisonne par masse. Oui, à cette seule réserve près que parmi cette jeunesse des quartiers, d'abord, il y en a beaucoup qui, contrairement à ce qu'on dit, condamnent l'islamisme, en ont peur. Donc les ambiguïtés actuelles ne sont pas pour leur plaire. Mais même chez ceux qui, j'allais dire, ne les condamnent pas et les alimentent, et qui sont évidemment des électeurs potentiels, vous avez des taux d'abstention records. Ce sont des jeunes, pour beaucoup, dépolitisés. Alors justement... J'allais y venir, Alexis, puisque ce matin, Jérôme Fourquet de l'IFOP expliquait chez nos confrères de BFM TV que pour Mélenchon, le plan était le suivant. Il s'agissait d'élargir, il s'agit toujours d'ailleurs, d'élargir son noyau dur, considérant que les pertes au centre-gauche ne sont que provisoires. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Alors, c'est une analyse qui est raccord avec un certain pessimisme, souvent exprimé par Jérôme Fourquet. Je m'explique. Jérôme Fourquet est de ceux, et c'est une position respectable, c'est pas la mienne. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui pensent que c'est définitivement fini d'une gauche populaire, républicaine et centriste, qui serait en position centrale de gouvernement. Ils pensent, pour le dire autrement, si on met des noms, que les tentatives de Bernard Cazeneuve, de François Hollande sont vouées à l'échec, car il n'y aurait plus de masse électorale derrière leurs tentatives, aussi astucieuses et intelligentes soient-elles. Ça, c'est l'analyse, on va dire, sociopolitique que Jérôme Fourquet produit régulièrement sur l'idée qu'au fond, il y aurait à terme une sorte de bipolarisation de la vie politique française. D'un côté, les islamo-gauchistes, et de l'autre côté, tous ceux qui rejettent l'islamo-gauchisme dans un arc très vaste, en réalité, allant du macronisme au zémourisme. Mais il considère aussi, à travers ses déclarations de ce matin, que Jean-Luc Mélenchon est capable, par ses différentes sorties médiatiques depuis 1 mois et demi, de mobiliser une partie des abstentionnistes. Alors moi, je ne le pense pas. Je pense que la radicalité philo-terroriste et les ambiguïtés entretenues par certains de ses lieutenants, on les a cités, Daniel Obono, David Guiraud, sur le Hamas, qui au fond aurait quelque part une forme de légitimité, même si on n'accompagne pas tout à fait dans leur ultra-violence, je pense que ça c'est répulsif. Et c'est mal connaître la sociologie de gens de gauche, même relativement radicaux. Ça ne pourra séduire, j'allais dire, que des marginaux chez les radicaux, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis par ailleurs, autre réponse à Fourquet, dont je ne dis pas qu'il a tort sur tout. Cette force social-démocrate que tout le monde, tous les savants experts nous disent définitivement morte et enterrée depuis, en gros 2017. En réalité, elle existe un peu, vous savez, comme ces eaux de source recouvertes par une dalle de béton, mais il suffit qu'on enlève la dalle de béton et la sociologie correspondante, elle continue à exister. En gros, c'est quoi ? C'est des gens, je vous ai cité les professeurs, c'est des fonctionnaires, c'est des gens qui ont été tentés par Macron à un moment, qui sont déçus de Macron, mais que la radicalité brutale, violente, actuelle du mélenchonisme ne peut profondément que rebuter, quand bien même ils sont anticapitalistes. Et donc, je prétends, contre les analyses produites, par exemple, par Jérôme Fourquet, qu'il y a encore un espace politique potentiel. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple de cela. Pour terminer, Alexis. Vous savez à combien sont les intentions... On ne sait même pas qui va mener la liste. Vous savez à combien sont les intentions de vote pour le PS actuellement ? Non. 10%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont contre Macron, contre Mélenchon, et qui se reconnaissent en gros dans la famille social-démocrate. L'idée d'une évaporation définitive de la gauche démocratique modérée me paraît être une erreur de perspective. Mais là, disant cela, je ne vise pas Jérôme Fourquet personnellement. Je vise des analyses qui tendent à nous dire faut choisir les enfants. Soit Macron, sa politique libérale, soit Mélenchon, son islamo-gauchisme. C'est plus compliqué. D'autant plus, cher Alexis, que Jérôme Fourquet sera à ce micro la semaine prochaine dans le Grand Journal. C'est très bien. Merci à vous. On peut vous réécouter, cher Alexis, en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À lundi. À lundi.